Bonjour à tous, comment allez-vous? Nous commençons avec les informations. Nous sommes le 16 avril, il est midi 1, ici à Monterrey, Mexique. Nous transmettons pour toute la communauté hispanophone mondiale, où que vous soyez. Passons aux informations et aux détails de l'actualité. Un message fort lancé par un universitaire iranien de l'université de Téhéran qui affirme que, le plan est d'en finir avec l'économie mondiale, de la détruire. D'ailleurs, et au passage, évidemment, en commençant par le Moyen-Orient. Une déclaration très dure sur les plans des Iraniens, ainsi que sur ce qui se passe entre Israël et le Liban, qui contredisent la position de Trump. Passons aux détails, pendant que l'information commence, pendant que nous commençons. Laissez un j'aime, partagez, merci beaucoup de nous soutenir. Vous savez déjà comment faire, en bas dans la description, il y a plusieurs moyens de soutenir la chaîne. Merci beaucoup si vous le souhaitez. Alors que se passe-t-il dans le monde? Carlos Ruben Roble 14 heures à Cuba, un énorme salut. Roble Blanca Barcelo. Comment vas-tu? Quelle heure est-il chez vous? Si vous pouvez me le dire, je vous en serai très reconnaissant. Ici, il est, comme je dis, midi 14 heures déjà, Pedro Núñez. Comment vas-tu? Salutations au fait à la communauté espagnole. Un énorme salut à toute la communauté qui nous regarde là-bas. Passons aux détails avec cette image d'un, incendie qui se serait produit au Pakistan. Un énorme incendie dans la zone industrielle de Qatar, dans le district de Haripur. Selon ce que rapportent les informations, il s'agit d'un gazoduc. Regardez, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous trouvez ça une coïncidence que ces incendies aient lieu hier en Australie, maintenant au Pakistan, mais l'autre jour au Mexique d'ailleurs? Maintenant, il se trouve que toutes les raffineries, bien sûr potentiellement, prennent feu de temps en temps, non? Évidemment, ce sont des raffineries, du carburant, du pétrole. Faites le calcul vous-même, comme on dit, non? Mais que dans une même période, disons 2 semaines, on signale des incendies comme ça aussi fréquemment. Aux États-Unis, il y en a déjà eu plusieurs, enfin. Avec le temps, on verra, non? Avec le temps, on verra si ce ne sont que des coïncidences, rien de plus, ou ce qui se passe, mais en attendant, cette image attire aussi l'attention. Regardons-la, écoutez ceci. Selon les rapports du sud du Liban, des explosions et des attaques de la part d'Israël sont signalées. Nous allons parler des détails dans un instant, mais je vous montre déjà les images qui ont circulé ces derniers jours, ces dernières heures. Il y a eu des mouvements. Nous allons aussi parler voyons plutôt cette image avant de passer à la conversation. Regardons par ici, ce sont des drones qui attaquent des installations pétrolières à Tobze, en Russie. Selon les rapports, il y a eu au moins 2 attaques contre des zones de stockage de pétrole. Évidemment, nous allons regarder cette autre image. La voilà. Ce sont 2 zones de stockage. Il circule beaucoup d'autres images. Ici, nous allons en voir une autre. Et là, au fond, on en voit une autre, de plus loin. Les autorités locales confirment que l'attaque de drones aurait touché une zone industrielle dans le port maritime, sans donner beaucoup de détails. Mais les rapports... Ils parlent d'une attaque contre une raffinerie de la part de l'Ukraine avec des drones, pas d'attaque avec des drones. Les drones sont définitivement ce qui a provoqué cela. Ces guerres, pas seulement celles d'Ukraine. Elles prennent une tournure très différente de ce qu'on aurait pu attendre. Et cela montre comment la technologie, au bout du compte, c'est elle qui fait ou qui est le facteur décisif, pour ainsi dire. N'est-ce pas ? Une autre image qui attire l'attention concerne un incendie très violent. Cela se passe dans un immense immeuble en Inde. D'après les rapports, un incendie s'est déclaré dans une zone de bidonville. D'ailleurs, en plein centre-ville, il y a des groupes, il y a des zones similaires à ce qui se passe au Brésil, pour ainsi dire, dans ces quartiers qui sont très connus. Cette fois-ci, il a été difficile pour l'équipe des pompiers d'arriver, mais ils sont parvenus sur les lieux. Ils travaillent pour maîtriser l'incendie. Là-bas, il y a beaucoup de ferraille, beaucoup de déchets, beaucoup de maisons qui n'ont pas les conditions idéales pour résister à un incendie. C'est vraiment une situation terrible. Il y a plusieurs entrepôts et des situations terribles à Ghaziabad, en Inde, d'après les rapports comme les favelas. Imaginez quelque chose comme ça aussi. Une autre image qui attire l'attention aujourd'hui, c'est la grêle qui est tombée à différents endroits en Arabie Saoudite. Cela fait déjà plusieurs jours que je vous rapporte ici la quantité de grêle qui est tombée là-bas. Vous voyez, ça dure depuis des années.
Ça a l'air impressionnant, ces inondations, ces pluies torrentielles à différents endroits en Arabie Saoudite. Et Certains d'entre nous le pensent, non? Je crois que cela pourrait aussi être lié à des expériences qu'ils ont menées. Ils ont vraiment beaucoup investi là-dedans, ils ont énormément investi dans le fait de provoquer la pluie. Je ne sais pas, tu vois, mais j'ai l'impression qu'ils doivent faire quelque chose de bien, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils arrivent à obtenir certains résultats parfois excessifs, et ça se voit, mais ce n'est plus ça maintenant. C'est-à-dire, ils disent ici que ce n'est pas que c'est inhabituel, oui, la chute de grêle est inhabituelle, mais des pluies à ce niveau-là ne sont plus si inhabituelles, non? Il y a quelques années, ils montraient donc comment certaines zones qui étaient pratiquement désertiques se sont reverdies, comme c'est souvent le cas là-bas, n'est-ce pas? Ce sont des zones désertiques, au final, non? Passons à l'image suivante aussi, qui attire l'attention. C'est un mouvement assez important, militaire d'ailleurs. Selon les rapports, les forces de l'armée syrienne entrent dans la base de Kasrak. C'est une base au nord d'Azakaja, là-bas en Syrie, une base des États-Unis où les États-Unis opéraient, n'est-ce pas? Et donc maintenant, ils sont partis et les Syriens sont en train d'entrer. Les troupes américaines se sont retirées. Et maintenant, on voit des mouvements. L'armée syrienne, c'est celle qu'on voit là, comme si elle entrait vers cette base. Elle ne la prend pas encore, il faut rappeler que la Syrie et les États-Unis s'entendent bien. Eh bien, la Syrie s'entend bien en ce moment avec presque tout le monde, sauf essentiellement avec les Iraniens, d'ailleurs. Avec Israël, ça va, mais avec les Iraniens, elle s'entend très mal, non? Eh bien, c'est justement ce qu'on observe en ce moment, d'ailleurs, juste avant de passer aux infos. Une petite curiosité. Voici les images des coulisses de ces événements robotiques qu'ils organisent, mais la partie qu'on ne voit pas. Ces événements de course robotique qu'ils organisent sans cesse. Eh bien, tout n'est pas comme on le voit, n'est-ce pas? On voit toujours le départ, ceux qui arrivent bien, mais beaucoup de robots n'y arrivent pas, n'est-ce pas? Comme dans les courses normales aussi, n'est-ce pas? Certains tombent, certains trébuchent tout simplement ou autre chose. Eh bien, ces robots, il leur arrive quelque chose, non? Certains d'entre eux, pas tous, arrivent à atteindre la ligne d'arrivée. Et donc, que ce soit parce qu'ils se déshydratent, ou parce que leur batterie est à plat, ou autre chose, non. Ils tombent tout simplement, et certains robots, eh bien, ils ne peuvent tout simplement plus continuer, n'est-ce pas? Par exemple, celui-ci qui perd un pied. Eh bien, si son pied se casse à un moment donné, elle casse. Eh bien, il se casse un morceau du pied, et évidemment, il ne peut plus se contrôler. Voilà, c'est une des images insolites d'aujourd'hui. Passons aux informations. Passons aux détails de ce qui se passe dans le monde. Comment allez-vous? Comment ça va? Regardez, tout d'abord, nous devons commencer avec un personnage assez curieux. Un personnage qui, n'est pas très connu ici, parce que c'est une personne qui est plutôt connue là-bas en Iran. J'ai donc un peu enquêté sur cet individu parce que j'ai vu que plusieurs médias ont publié ce qu'il dit. Il s'avère que c'est un universitaire qui, d'après ce que je comprends, est d'origine iranienne. Il est né aux États-Unis, en Virginie si je ne me trompe pas, mais il ne vivait pas aux États-Unis. Mais c'est une voix qui, à l'université de Téhéran, est évidemment très pro-régime des ayatollahs. Oui, il s'appelle Sayed Mohamed Marandi. Oui, un personnage qui est si connu à cet égard. non. C'est le profil d'un professeur de la faculté des langues et littératures étrangères. Et qui, aurait publié ceci, disons, ce professeur irano-américain, parce qu'il est né là-bas, mais il est vraiment d'origine iranienne. Et bon, vous savez déjà comment tout cela se passe. Il fait une déclaration très intéressante parce qu'au final, cela reste un universitaire, mais ce qu'il observe et ce qu'il commande depuis un certain temps est généralement très exact par rapport à ce que fait l'Iran. N'est-ce pas? Disons que c'est le point de vue d'un irano-américain, disons, mais aussi iranien. Les déclarations ont suscité une vive inquiétude internationale, car elles suggèrent qu'il n'y a pas de négociation et que, même si l'on fait semblant de négocier, l'intérêt réel, l'intérêt de fond, est de détruire l'économie mondiale. Aussi ponctuel que ça.
C'est-à-dire que pour eux, l'ennemi ou une partie de l'ennemi, c'est en général tout le système. Oui, ils y vont à fond, comme diraient les Espagnols, ils utilisent cette expression a por todo, n'est-ce pas? Eh bien, c'est-à-dire qu'ils vont détruire l'économie et maintenant, savoir si cela justifie la guerre ou non, c'est déjà un autre sujet. Voilà. Ici, le point est que, selon son point de vue, ils vont d'abord s'en prendre à tous les pays du Moyen-Orient qui sont faciles à cibler, clairement. Ils s'en prendront au secteur pétrolier, puis tout le reste. Le message présente un scénario. La destruction totale de l'infrastructure critique du Golfe Persique, y compris des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, le Koweït. D'après ce qui est rapporté, ce n'est pas anodin. On y concentre plusieurs des plus grandes réserves de pétrole et de gaz de la planète. Ceci étant évidemment vital pour l'économie mondiale. L'avertissement inclut même des conséquences climatiques graves, comme par exemple un impact sur l'environnement. L'environnement mondial est déjà pris en compte dans les calculs qui auraient été faits, tout semble avoir été anticipé. La narration suggère que la Terre serait essentiellement dévastée, puisque l'objectif serait de faire s'effondrer l'infrastructure énergétique ainsi que l'équilibre de l'économie mondiale. C'est vraiment impressionnant, non? Mais je trouve ça intéressant, surtout parce qu'il s'agit d'une figure parmi ces personnages intellectuels influents en Iran. Au moins, pour une partie des Iraniens, c'est la vision. Correct, entre guillemets, n'est-ce pas? Pour eux. Si le scénario décrit par ce monsieur se réalise, l'impact serait immédiat sur les marchés de l'énergie, faisant flamber les prix du pétrole et entraînant une crise économique mondiale. Cela impliquerait une réponse internationale, probablement non militaire cette fois, dans laquelle la réaction ne viendrait plus des États-Unis. Il n'y aurait plus de doute sur le fait d'entrer ou non dans le conflit, car cette fois-ci, ce serait une obligation. Faire ce genre de déclaration ferait partie d'une stratégie de communication qui chercherait aussi, d'un autre côté, à atteindre un objectif. Et c'est ce que je pense. Ne chercherait-il pas à dissuader les États-Unis et Israël de continuer, c'est-à-dire, comme pour dire, la vision intellectuelle, disons, dans ce monde, le monde des ayatollahs, c'est d'entraîner tout le monde avec eux, peut-être. Je pense que c'est pour faire comprendre aux États-Unis et à Israël qu'ils doivent s'arrêter là, non? En termes stratégiques, il s'agit essentiellement de dissuader les autres. Tout comme un jour Trump se lève et dit qu'il va détruire la civilisation je ne sais pas quoi, ou une civilisation en faisant référence à l'Iran. Eh bien, évidemment, ce n'était pas crédible, mais le commentaire est tellement exagéré et disproportionné que cela pourrait montrer un possible effet global. Nous allons aborder plusieurs détails importants sur ce qui se passe en Iran et en Israël, mais ce sujet me semble énorme. Passons à un autre point. On signale en Iran une série de mouvements qui attirent l'attention en Israël, entre Israël et le Liban dans une potentielle escalade. Nous avons déjà vu au début les images de ces explosions qui ont été signalées au Liban. Comment vas-tu? Bonsoir. Bonjour, Magic Luna jusqu'à Madrid. Un grand salut. Israël a intensifié son offensive terrestre dans le sud du Liban en se concentrant particulièrement sur la zone de Bin de Yabel, considérée comme un bastion stratégique du Hezbollah. Les forces de défense auraient déployé des unités d'élite comme Eghoz et Magiyan au sein de la 98e division. Au cours des opérations, des armes de haute puissance, des lance-grenades, des RPG, des fusils, des kalachnikovs, ainsi que des missiles anti-aériens auraient été saisis. Quels militaires auraient prétendument opéré depuis des zones civiles? Israël aurait également détruit 70 infrastructures du Hezbollah au cours des dernières heures et de ces derniers jours. Ce qu'ils affirment, c'est que ces soi-disant 70 infrastructures ont été détruites, non pas en 24 heures, mais en quelques minutes, assure-t-il. Ils ont mené des opérations très coordonnées. Hier, nous avons parlé d'une série de 5 opérations avancées menées en même temps, par exemple.
L'unité Maguian a aussi signalé avoir éliminé plusieurs combattants qui, selon le renseignement israélien, préparaient des attaques contre leurs troupes. Ils ont détecté et neutralisé des cellules armées en mouvement lors d'opérations avec des drones, parallèlement à celles de Maguian. Jusqu'à Maguian, il y a d'autres opérations menées en parallèle visant ces groupes. Des dépôts souterrains d'armes, incluant roquettes, armes anti-chars, mortiers et lance-grenades, ont été découverts, confirmant un réseau logistique actif dans la zone. Le ministère de la Santé libanais a signalé au moins 11 morts, dont des civils, ce qui accentue l'inquiétude d'une aggravation. Maintenant, au même moment où ce rapport est publié, une annonce très différente est faite par Donald Trump. Avant cela, je souhaite commenter les propos du ministre israélien de la Défense. Il est intéressant de noter que, bien que son prénom soit Israël, il ne porte pas le même nom que son pays. Imaginez-vous vous appeler Espagne, ne pas vivre en Espagne, ou vous appeler Mexique et vivre au Mexique, ou vous appeler États-Unis, González Gutiérrez, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou États-Unis, González Smith, n'est-ce pas, ou quelque chose comme ça. Bon, là-bas, c'est juste un nom de famille, n'est-ce pas? Là-bas, ils n'utilisent qu'un seul nom de famille. Eh bien, ce monsieur que nous voyons ici, le ministre de la Défense, comment s'appelle-t-il? Israël? D'après ce que rapporte le ministre de la Défense, Israël est dans une... Eh bien, la situation de l'Iran est à un carrefour historique et il lance un avertissement assez sévère, une menace en fait. Le ministre de la Défense lance l'avertissement aujourd'hui, ce jeudi, affirmant qu'ils sont confrontés à un carrefour historique et menace de nouvelles attaques. Si Téhéran ne change pas sa politique actuelle, Et il est peu probable qu'il l'abandonne. Non seulement ils ne vont pas l'abandonner, mais au contraire, la situation s'aggrave, c'est ce que l'on constate. Au final, si tu retires ceux qui étaient très extrêmes, mais parmi les extrêmes, ils étaient en fait les moins nombreux. Et maintenant, il ne reste que les plus extrêmes. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on peut attendre? voilà. Donc oui, c'est compliqué et au final, cela a été provoqué par une guerre qui continue de générer énormément de divisions dans ce sens. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a lancé un avertissement direct, qualifiant la situation de paradoxale et évoquant un carrefour historique. Ils assurent qu'ils doivent choisir un avenir de stabilité et non un abîme de destruction. Ceci fait référence à l'abandon du programme nucléaire et de sa politique régionale. La menace n'est pas rhétorique. Il précise qu'il existe encore des cibles non attaquées dont l'attaque serait très douloureuse. Il affirme qu'il y en a d'autres, encore plus sévères, malgré les attaques déjà menées. Le secrétaire à la défense américain, désormais appelé secrétaire à la guerre, a confirmé que ses forces sont prêtes à reprendre l'attaque si le cessez-le-feu échoue. Donald Trump lui-même a également lancé cet avertissement en disant qu'ils sont déjà prêts à intervenir au cas où il n'y aurait pas d'accord. Fondamentalement, c'est difficile parce que si tu veux parvenir à un accord de paix ou à un cessez-le-feu, mais qu'en même temps tu dis « mais si tu n'y arrives pas, je vais te tirer dessus encore plus », eh bien ça me paraît un peu difficile qu'il y ait un cessez-le-feu. Ça me semble compliqué, non? C'est même un peu illogique de l'avertir de cette manière. Maintenant, si tu veux parvenir à un accord, je parle d'un accord où les deux parties le gagnent. Pas seulement où les deux parties se donnent des choses, mais gagnent aussi autre chose. Et c'est ce qu'il semble. Ce qui n'est pas en train de se produire, surtout en pensant que l'Iran insiste pour continuer à enrichir l'uranium, insiste pour contrôler le détroit, qu'ils n'avaient même pas cela auparavant. Maintenant, ils vont l'avoir, selon eux. Tu te dis qu'ils ne veulent plus seulement ce qu'ils avaient, mais demandent maintenant plus. En plus des déblocages et de tout ce qu'ils demandent, n'est-ce pas? Donc cette partie devient intéressante, mais bon, passons aussi à d'autres sujets intéressants. Actuellement, il y a aussi une escalade en Ukraine et en Russie. Nous avons vu il y a un moment les images que l'on a pu observer de cette raffinerie russe attaquée, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est la nouvelle réalité de l'énergie russe. Elle est constamment attaquée. C'est une cible depuis un certain temps en raison de son implication dans ce conflit. En même temps, cette nuit passée aurait pu être déplorable.
La plus dure de l'année écoulée, car la Russie a attaqué plusieurs villes, a frappé la capitale, l'Ukraine, plusieurs villes, ravivant la tension dans la région. Jusqu'à présent, 16 personnes ont été déclarées mortes. Hier, nous vous en avons donné un aperçu et maintenant, on compte 100 blessés. C'était l'une des attaques les plus violentes subies dans la capitale. Rien qu'à Odessa, 9 personnes ont perdu la vie la nuit précédente. Et je parle uniquement des civils. Car compter les soldats, c'est déjà un autre sujet. C'est-à-dire, et ça c'est constamment un sujet très compliqué des deux côtés. Actuellement, le président Vladimir Zelensky a réagi fermement, réclamé plus de pression internationale et rejeté tout assouplissement des sanctions contre la Russie. Les autorités locales ont confirmé que les attaques ont visé des infrastructures critiques, des zones résidentielles et, selon eux, des infrastructures. Quel rapport avec l'énergie et tout ça ? L'offensive a lieu à un moment géopolitique très délicat en ce moment. Un autre sujet qui attire l'attention est également l'attaque menée par les États-Unis, où ils révèlent une autre explosion contre un navire prétendument impliqué dans le trafic aux États-Unis, dans le Pacifique. Cette fois-ci, 3 autres personnes auraient perdu la vie. J'insiste, il s'agit d'une attaque menée par le commandement Sud qui a eu lieu hier. C'était mercredi, en fait c'était bien hier, le 15 avril. Selon le rapport officiel, l'opération fait partie d'un plan militaire appelé Lance du Sud. D'accord, l'opération est toujours en cours, elle est encore active. Abordons d'autres sujets importants. Il y a un message de Dan Kane. Allez, le chef d'état-major interarmée, Dan Kane, le général Dan Kane, aurait donné un message assez incroyable. Ceci fait évidemment référence à ce qui se passe dans ce conflit en Iran, n'est-ce pas ? Voyons les détails évoqués par le général. Ce qui est très en lien avec ce contre quoi il avait déjà mis en garde auparavant. Le même ce type-là est ce que Donald Trump avait dit. Écoutons un peu ce qu'il dit. Oui. Il a ordonné un cessez-le-feu qui a temporairement suspendu les principales opérations de combat en Iran. L'effort sans précédent de la force interarmées américaine lors de Opération Epic Fury a créé les conditions de ce cessez-le-feu. Et comme l'a dit le secrétaire, j'aimerais souligner qu'au cours de cette pause, la force interarmée américaine reste en position et prête à reprendre les principales opérations de combat à tout moment, littéralement sur le champ. Eh bien, c'est en partie ce qu'il dit. En gros, il dit ceci. Voyons, nous utiliserons la force. Nous utiliserons la force si le blocus du détroit d'Ormuz n'est pas levé, ou plutôt si le détroit n'est pas débloqué. Le secrétaire à la Défense et le chef d'état-major interarmé étaient également présents. Lors de la conférence de presse, ils ont affirmé que les forces américaines sont prêtes si un navire viole le blocus du détroit d'Ormuz, malgré le cessez-le-feu de 2 semaines. S'ils ne respectent pas le blocus, nous userons de la force. Cela concerne le blocus imposé par les États-Unis. Tant que le blocus persiste, il leur demande de rester sur place, sans mouvement pétrolier ou énergétique iranien, et exigent aussi la levée du blocus. Autrement dit, on veut qu'ils lèvent le blocus, mais en même temps qu'ils respectent le blocus. Nous pouvons refaire la transition rapidement et avec plus de force, affirme G7, secrétaire à la guerre. Sur ordre de Trump, le département garantit que l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. Jamais. Il dit jamais, il dit que nous préférerions le faire de manière pacifique, par le biais d'un accord mené par notre grand président et son équipe de négociation. Ou nous pouvons le faire par la force, dit le même G7. Eh bien, cela fait aussi partie de la rhétorique constante, n'est-ce pas ? Tout peut bien se passer d'un côté, mais cela peut aussi très mal tourner de l'autre. Et il y a constamment des tensions. Les États-Unis lancent cet avertissement. Eh bien, essentiellement, l'utilisation de la force militaire s'ajoute désormais. Hier, il y avait 10 navires, maintenant il y a 14 navires qui ont dû faire demi-tour en Iran, c'est-à-dire 14 navires qui ont été avertis, à qui on a dit qu'ils devaient revenir. Des navires s'ajoutent dans cette zone de l'Iran ou qui partent des ports iraniens, car il peut s'agir de navires de l'Inde, de la Chine ou d'ailleurs. Mais s'ils partent de là, si ces navires quittent cette zone pétrolière, ils doivent faire demi-tour. C'est ça le problème, non ? Il y en a déjà 14, il s'ajoute. Il y en a déjà 14 en ce moment.
Pendant ce temps, la Turquie est sous le choc, et vous vous souvenez qu'il y a quelques jours, il y a eu une attaque contre une école où 9 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées. Un jeune homme, fils d'un policier. Je le dis parce que c'est lié à l'affaire. Chez lui, il y avait beaucoup d'armes. Et donc, à cause de la profession de son père, pour une raison quelconque, il avait beaucoup d'armes chez lui. Et le problème, c'est qu'il est arrivé à l'école avec ses armes et a commencé à attaquer les gens. Non, ça c'est là-bas en Turquie. J'insiste, c'était un jeune, d'après le profil qu'on connaît maintenant de lui. C'est un jeune qui avait une énorme obsession pour tirer, attaquer, les jeux vidéo et tout ça. Encore la même rhétorique. C'est la faute aux jeux vidéo, mais seulement quand une personne est concernée. Passer toute la journée uniquement sur les jeux vidéo montre clairement qu'il y a un problème. Ce n'est pas le jeu vidéo en soi, mais l'usage excessif qu'en fait l'utilisateur. Comme toujours, les excès génèrent évidemment un problème. Cela montre qu'il se passe quelque chose là-bas. Il avait 14 ans, il abat 8 élèves, un professeur, puis se suicide. Il a apporté 5 armes à feu appartenant à son père. Son père était policier. Cela ouvre le débat sur le contrôle des armes, mais aussi sur un second point. Le fait qu'il y ait des personnes ayant des problèmes mentaux qui ne sont pas prises en charge. Et que, eh bien, manifestement, on n'a pas fait assez à temps, n'est-ce pas ? C'est un sujet terrible, et maintenant, une série de commentaires très agressifs ont commencé à apparaître de la part de personnes qui, peut-être, ont aussi un problème. Environ 940 comptes ont été bloqués en Turquie parce qu'ils célébraient essentiellement cette situation, n'est-ce pas ? 93 groupes sur Telegram ont également été fermés. 83 mandats d'arrêt ont été émis contre des personnes qui pourraient avoir ce problème. Donc, on voit qu'ils prennent des mesures immédiates, non ? Dans ce sens, cette affaire suscite également un débat sur la gestion des réseaux sociaux. Et ils vont probablement s'en servir comme prétexte pour durcir les lois numériques et sur les armes en Turquie. Nous verrons si cela arrive, mais c'est un sujet qui attire l'attention aujourd'hui. Passons à d'autres sujets importants. Et il n'y en a pas eu de meilleurs alliés qu'Israël. Ensemble, les 4 meilleures forces aériennes du monde, la force aérienne d'Israël, la force aérienne des États-Unis et les forces aériennes de la marine. Et le corps des Marines des États-Unis se sont joints à nous et ont accompli, encore et encore, nos propres objectifs militaires, les dépassant même. Eh bien, c'est en partie ce que dit aussi le Pentagone lui-même à propos du commandant, le commandant Cooper d'ailleurs, sur ce qui se passe là-bas en Israël et la question de l'aviation. Alors, il y a aussi un autre message qu'il donne lors de cette conférence de presse, ce qui attire également l'attention. Là-bas, il y avait M. Cooper, il y avait aussi Pete Heist, eh bien, il y avait donc plusieurs figures importantes étant présentes. Il envoie aussi ce message. Commandant Cooper au pays du Golfe. Écoutons. Comme l'ont dit le secrétaire et le président, Bahreïn, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et la Jordanie ont été des partenaires clés. Je me suis réuni avec leurs états-majors et leurs troupes. Eh bien, tout aussi inspirants et tout aussi engagés dans la défense mutuelle. Ils ont défendu les Américains et défendu leur propre pays. C'était inspirant. Eh bien, cela fait aussi partie de ce que dit le commandant Cooper dans tout ce rapport. Un autre message, mais celui-ci vient de Pete Heist. Celui-ci concerne l'Iran. Écoutons ce qu'il dit. Il continue de mettre en place un blocus strict et s'assure que nos forces soient pleinement prêtes à reprendre les opérations de combat si ce nouveau régime iranien prend une mauvaise décision et refuse un accord. Et c'est ce que nous demandons ce matin, que ce nouveau régime iranien fasse un choix judicieux, c'est par là que nous allons commencer. Un message pour la direction militaire de l'Iran, pour la direction de KH et la direction du CGRI. Nous vous surveillons. Nos capacités et celles de notre armée diffèrent des vôtres. Rappelez-vous, ce combat n'est pas équitable. Et nous savons quels actifs militaires vous déplacez et où vous les transférez.
Pendant que vous êtes en train de déterrer, c'est exactement ce que vous faites. Déterrer des installations bombardées et dévastées, nous ne faisons que nous renforcer. Vous êtes en train de déterrer vos derniers lanceurs et missiles sans aucune capacité de les remplacer. Vous n'avez pas d'industrie de défense, ni la capacité de reconstituer vos capacités offensives ou défensives. Vous n'avez que ce que vous avez. Vous le savez et nous le savons aussi. Vous pouvez déplacer des choses d'un endroit à un autre, mais en réalité, vous ne pouvez pas reconstruire. Vous pouvez déterrer pour l'instant, mais vous ne pouvez pas vous reconstituer. Mais nous le pouvons. Nous nous renforçons plus que jamais auparavant, et avec de meilleurs renseignements. Encore plus important, avec de meilleurs renseignements que jamais auparavant, car ils se dévoilent par leurs mouvements sous notre regard attentif. Nous sommes prêts et nous visons leur infrastructure critique à double usage, leur production d'énergie restante et leur industrie énergétique. Nous préférerions ne pas avoir à le faire, mais nous sommes prêts à agir sur ordre de notre président et d'une simple pression sur un bouton. Ce blocus que le président détaillera ce matin est la manière courtoise dont cela peut se produire. Leur énergie ne circule pas et ne circulera pas, et nous pouvons faire cela toute la journée. Mais elle et son industrie énergétique ne sont pas encore détruites. Tu aimes dire publiquement, Iran, que tu contrôles le détroit d'Ormuz, mais tu n'as pas de marine ni de réelle connaissance de la situation maritime. Tu ne peux rien contrôler. Pour être clair, menacer de tirer des missiles et des drones sur des navires commerciaux qui transitent légalement dans les eaux internationales, ce n'est pas du contrôle. C'est de la piraterie. C'est du terrorisme. C'est de la piraterie. C'est du terrorisme, dit Pidgeys. Bon, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Mais le fait est que le contrôle est toujours là. Je veux dire, sans marine, si tu veux. C'est vrai, sans marine, mais le contrôle est là. Donc au final, il y a un contrôle du détroit d'Ormuz. Mais au final, c'est Pidgeys qui sont plus un homme politique qu'un militaire. En tout cas, à moitié politique, parce qu'au final, c'est un militaire. C'est un communicateur, c'est son expérience. Et il sait communiquer, non? Et il a une bonne diction, non? Dans ce sens-là. Mais à part ça, sa rhétorique consiste seulement à vanter ce que Trump dit. C'est tout. Point final. C'est terminé, non? Il ne fournit ni données, ni informations correctes. Il exagère énormément les choses. Il politise le Pentagone, un sujet qui a déjà beaucoup dérangé, même les républicains. Parce que la politisation est interdite, en fait. En cours. Et l'un des points, c'est justement d'avoir politisé le Pentagone. Passons aux commentaires. Quels ont été? Comment ça s'est passé? Comment allez-vous? Merci de nous avoir accompagnés. Il dit quelque chose d'intéressant. Carole Cataneo nous dit « Mais bon, ils y vont quand même. Si le pétrole va en Chine, je ne pense pas qu'ils le permettent. Ce n'est pas une question d'accord. Que se passe-t-il? Rien de plus. » Évidemment, la Chine est très mécontente à ce sujet, et en fait maintenant, les bateaux qui allaient en Chine ne partent plus vraiment. Des bateaux avec des pavillons asiatiques de différents pays de la région, y compris du Pacifique. Et ils ont dû faire demi-tour. Du pétrole toujours propriété de la Chine, elle l'a acheté à l'Iran, mais il ne transite pas pour l'instant. C'est pourquoi d'ailleurs, les mêmes Iraniens disaient hier qu'ils allèrent alors fermer le détroit de la mer Rouge. On sait qu'il y a des appels en ce moment même entre l'Iran et la Chine, dans lesquels il y a de l'agacement et de l'irritation, parce qu'évidemment, d'un côté la Chine veut pousser pour que les navires partent, mais d'un autre côté, elle ne veut pas non plus s'impliquer dans le conflit. Ce n'est pas tenable. Évidemment, ce n'est pas tenable, mais c'est ce qui se passe en ce moment. Donc nous allons voir quelles seront les réactions. C'est pour cela qu'hier, et même avant-hier, on a vu la Chine réagir en disant qu'on ne peut pas fermer le détroit. Non, ils n'ont évidemment pas aimé la décision de Trump. Et nous verrons si nous y allons. En théorie, cela va durer jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé. En théorie, j'insiste. Pourquoi ? Il y a une pression pour que la fermeture décidée par les États-Unis soit annulée, mais ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, elle reste en place. Et Carole soulève un bon point là-dessus. Non, eh bien, ce n'est pas très
Ce n'est pas viable à long terme ni à moyen terme. C'est-à-dire, ça peut durer quelques jours, quelques semaines, mais au-delà de ça. Non, parce que imagine, là il y aurait une réaction vraiment énorme, cette fois venant d'Asie, spécifiquement de la Chine. Verderi dit, le terroriste qui parle de terrorisme. Comment vas-tu, Verderi ? Un grand salut. Un grand salut aussi à Sébas. Comment vas-tu ? Salutations à Ruben Williams. Ruben Williams dit, ce ne sont pas des eaux internationales. Bon, ça, on en a déjà beaucoup parlé. Santé, Ruben. Mais non, ce n'est pas seulement ça, c'est plutôt une voie de passage. Mais au final, ici, clairement, chacun fait ce qu'il veut. Ça aussi, c'est frappant. Mais en Argentine, c'est pareil. Je crois que c'est mondial. Ça provoque cela dans les écoles. Amanda dit « Comment vas-tu, Amanda ?»« Salut !» Il dit « Haha !» Il parle et il s'adresse à l'OTAN. Ce clown dit « Hé, on va discuter tout à l'heure dans le prochain rapport qu'on va publier dans un petit moment. Je ne sais pas si ce sera en direct ou enregistré, mais on est en train de le préparer. » Orina, là où il y a une situation très difficile et risquée. Voici la bifurcation de l'OTAN. Nous en parlerons plus tard, car ce qui se passe est très intéressant. Avec une tentative des vice-présidents de Trump de éloigner les États-Unis de l'OTAN, mais en même temps se mettre dans une embrouille avec l'Iran et s'aligner davantage du côté israélien. Un sujet qui a suscité une série de critiques très dures, même au sein de ses propres groupes militaires et de ses propres groupes de partisans politiques également. Alors, c'est un sujet que nous analyserons plus tard. Plusieurs rapports arrivent, donc nous continuons à mettre à jour la situation. Merci à Verderi, Amanda, Eliseo, Sébas et à toute la communauté qui rejoint le direct. S'il vous plaît, partagez-le. Eh bien, laissez-nous un pouce en l'air et tout à l'heure, nous reviendrons avec d'autres mises qu'on a à jour. Je vous embrasse fort, passez une excellente journée. À bientôt.